Un rideau de pluie fine s'abattait sur le toit du vieux manoir d'Iata, perdu au cœur des collines de Kaolack. Le tonnerre grondait au loin, comme un murmure des cieux annonçant une tempête plus intime. À l'intérieur, un homme seul se tenait immobile, assis dans le silence de son immense salon. Ambroise d'Iata, 60 ans, patriarche respecté et bâtisseur de l'un des plus grands empires immobiliers du Sénégal, fixait la photo jaunie de son mariage. Sur l'image, il souriait tendrement à Isabelle, une femme élégante, à la beauté discrète. Il se revoyait, jeune, amoureux, déterminé à lui offrir le monde. Aujourd'hui, son regard était vide, marqué de rides profondes et de tristesse. Malgré ses milliards, malgré les hommages du monde des affaires, quelque chose clochait depuis longtemps. Un vide, une illusion. Il se redressa lentement et observa le manoir. Chaque meuble, chaque tapis, chaque cadre avait été choisi avec soin pour créer un cocon parfait. Mais il était seul. Sa femme ne lui adressait que des sourires mécaniques, sauf quand un collier en or venait orner son cou. Sa fille, Naya, ne l'appelait que pour financer ses escapades européennes. Et son fils, Loïc, passait son temps à poser des questions sur les parts de la société. Mais ce soir-là, la brume dans son esprit se dissipa en un éclair de douleur. En refermant la porte de son bureau, il entendit des voix étouffées derrière un rideau. Il allait les ignorer, comme il le faisait souvent, lorsqu'un mot, un seul, le transperça. « Et si cet homme meurt maintenant, je te jure que ma vraie vie commence. » C'était la voix d'Isabelle. Ambroise se figea. Son souffle se coupa. Son cœur se serra. Un frisson glacial traversa son dos. Il voulut croire qu'il avait mal entendu. Mais au fond de lui, il savait. Il n'était plus un mari. Il n'était plus un père. Il n'était plus qu'un obstacle. Il s'appuya contre le mur, les jambes fléchissant sous le poids de la trahison. La pluie, dehors, redoubla. Les gouttes frappaient les vitres comme si le monde pleurait à sa place. Il se sentit vieux, vide, trahi. « Est-ce que toute ma vie a été un mensonge ?» murmura-t-il, incapable de retenir une larme. Ce soir-là, Ambroise prit la décision la plus folle et la plus lucide de sa vie. La nuit était noire, sans lune. Les gouttes de pluie formaient un rideau flou sur le pare-brise du 4x4 noir garé devant le manoir. Ambroise y attendait un homme en qui il avait une confiance absolue. Mamadou. Mamadou n'était pas un simple chauffeur. Il était là depuis le début, depuis que le jeune Ambroise vendait du ciment en porte-à-porte. Mamadou avait vu l'ascension, les larmes, les succès. Il était le seul homme en qui Ambroise avait foi. Quand il entra dans le salon, Ambroise verrouilla la porte derrière lui. Il ne voulait aucun témoin. Mamadou s'assit en silence, intrigué par l'air grave de son patron. « Mamadou, » dit Ambroise d'une voix rauque, « j'ai besoin que tu m'aides à faire quelque chose d'insensé. » Le chauffeur le regarda sans mot dire. « Je veux que tu m'aides à simuler ma mort. » Un silence lourd s'installa. « Pardon ?» demanda Mamadou, pensant avoir mal entendu. « Je dois savoir. Je dois voir qui ils sont vraiment. S'ils pleurent pour moi ou s'ils dansent sur ma tombe. » Mamadou se leva, marcha lentement vers la fenêtre, croisa les bras. Il connaissait la douleur d'Ambroise. Il l'avait entendu pleurer, seul, plusieurs fois. Mais cette idée, c'était de la folie. « Patron, si quelqu'un découvre la vérité, vous pourriez tout perdre. » Ambroise se leva à son tour, les yeux brillants. « J'ai déjà tout perdu. Mamadou, je préfère mourir d'une fausse mort que vivre une fausse vie. » Ces mots frappèrent Mamadou comme une gifle. Il vit devant lui non pas un milliardaire, mais un homme brisé. Un homme qui n'avait plus rien à espérer de ceux qu'il aimait. Il acquiesça, lentement. « D'accord, on va le faire, mais il nous faut un plan parfait. » Dès le lendemain, Ambroise rendit visite à son médecin personnel, le docteur Idrissa Diop, un homme discret et loyal, qu'il avait sauvé d'un infarctus 10 ans plus tôt. Assis dans le bureau du médecin, Ambroise dévoila tout. Idrissa resta longtemps sans parler. Il ajusta ses lunettes, puis soupira. « C'est dangereux, mais je comprends. » Le plan fut établi. Un faux certificat de décès serait rédigé, évoquant une crise cardiaque. Mamadou s'occuperait du transport. Ambroise disparaîtrait sans laisser de traces. Il se cacherait dans une maison isolée à quelques kilomètres de Sokoné. Pendant ce temps, des caméras discrètes seraient installées dans le manoir. Pas un mot à personne, pas même à mes enfants. Docteur Idrissa posa la main sur son épaule. Mamadou hocha la tête. Le pacte venait d'être scellé. Le rideau de la vérité allait bientôt se lever.
Le soleil s'était à peine levé sur Kaolack que la nouvelle inonda les médias comme une vague sombre. Ambroise Diatta, magnat de l'immobilier sénégalais, s'est éteint brutalement hier soir à l'âge de 60 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Les radios pleuraient un homme, les journaux titraient en lettres majuscules. Les hommages s'enchaînaient, les messages de condoléances affluaient de toutes parts. On évoquait sa générosité, ses constructions emblématiques, ses dons aux écoles, ses discours inspirants. Mais derrière les murs du manoir Diatta, entre les tentures épaisses et les boiseries dorées, la vérité battait encore. Et elle portait un souffle douloureux. Car Ambroise Diatta était vivant. Dans une pièce souterraine aménagée secrètement sous la bibliothèque principale, 3 hommes observaient la scène depuis des écrans connectés à des caméras disséminées dans chaque coin du domaine. Ambroise, immobile, les yeux enfoncés dans les images. Mamadou, son fidèle chauffeur, silencieux mais tendu. Et enfin, le docteur Idrissa, qui avait rédigé le faux certificat de décès avec une précision chirurgicale. Les écrans diffusaient en direct la vie de ceux qu'Ambroise aimait autrefois. Dans sa chambre, Isabelle ajustait soigneusement son foulard noir. Elle portait un pagne en soie sobre mais élégant. Ses gestes étaient mesurés, précis, presque cérémonieux. Elle se pencha vers son miroir, prit un tube de rouge à lèvres écarlate et le fit glisser lentement sur ses lèvres. Puis elle sourit. Un sourire léger mais profond. Sincère? Non. Libéré. Enfin libre, murmura-t-elle en fermant les yeux. Ambroise sentit sa gorge se nouer. Il serra les accoudoirs de son fauteuil, les jointures blanches. Dans la pièce voisine, Naya, leur fille, était allongée en tailleur sur son lit. Elle scrollait sur son téléphone, l'air détaché. Elle venait de poster une photo de son père en noir et blanc avec la légende « Repose en paix, papa, tu resteras à jamais dans nos cœurs ». Sous la publication, les commentaires s'accumulaient. Des larmes, des mots d'amour, des promesses de prière. Mais Naya n'avait pas une larme. Elle cliqua ensuite sur une application de voyage. Destination Abidjan. Elle sélectionna une date, paya le billet en un clic. Puis appela une amie, Hilar. « Je pars me changer les idées, tu vois ? Faut bien profiter pendant que tout le monde est distrait. » Dans le bureau d'Ambroise, désormais désert, Loïc, son fils aîné, avait pris place dans le fauteuil en cuir de son père. Il feuilletait des dossiers, tapait sur son ordinateur, téléphonait à l'avocat de la famille. « On peut lire le testament quand ? Je préfère qu'on ne traîne pas. » Aucune allusion au deuil, aucun mot sur son père, rien qu'un empressement froid, calculé. Dans la salle d'observation, Ambroise s'effondra dans son fauteuil. Son regard se perdit dans le vide. « Je ne suis même pas encore froid, et il court déjà après mon ombre. » Mamadou détourna les yeux. Idrissa, en retrait, fixait l'écran sans mot dire. « Patron, » murmura Mamadou, « vous n'êtes pas seul. » Mais Ambroise ne répondit pas. Le silence qu'il entendait n'était pas autour de lui. Il venait du cœur un silence assourdissant, celui de l'amour disparu. Le manoir Diatta, 3 jours après la fausse mort d'Ambroise, avait retrouvé une apparence de calme. Les guirlandes funéraires étaient toujours là. Les fleurs blanches ornaient encore les couloirs. Mais dans une aile privée du domaine, un tout autre décor se préparait. C'était une nuit douce. Le vent soufflait à peine sur les volets entr'ouverts. Une lumière tamisée baignait le salon secondaire. Des notes de jazz flottaient dans l'air. Des verres tintèrent. Une dizaine d'invités triés sur le volet savouraient du champagne français autour d'une grande table. Au centre de la pièce, Isabelle, radieuse dans une robe fendue couleur ivoire, levait son verre. « À la liberté », dit-elle avec un sourire éclatant. « À la veuve triomphante », répondit Malik Kébé, le directeur financier de l'entreprise d'Ambroise, assis à sa droite. Ils trinquèrent. Leurs verres s'entrechoquant avec une légèreté indécente. Ambroise, depuis sa salle secrète, observait la scène, l'œil fixe, les lèvres pincées. Elle célèbre ma mort avec celui que je considérais comme mon bras droit. Isabelle se pencha vers Malik, d'une voix douce mais tranchante. Plus d'Ambroise, plus de barrières. Tu sais ce que ça veut dire? Tout est à portée de main maintenant. Le groupe Diatta va nous appartenir, répondit Malik avec un rire grave. Loïc est de notre côté. Il veut le pouvoir, pas les souvenirs. Et Naya? Demanda-t-elle, faussement inquiète. Trop occupée à dépenser ce qu'elle peut trouver dans les tiroirs de papa. Isabelle éclata de rire. Ce manoir, je vais le vendre. Trop de vieux souvenirs.
Je veux quelque chose de moderne, de neuf. » Ambroise ferma les yeux un instant. Chaque mot était une gifle. Mamadou, à ses côtés, sentit son poing se serrer malgré lui. « Oga, on peut arrêter. Vous avez vu ce que vous deviez voir. » Mais Ambroise rouvrit les yeux, froidement. « Pas encore. Je veux savoir jusqu'à quel point ils vont me trahir. » Plus tard, la caméra du couloir capta Isabelle et Malik s'isolant dans une pièce. Le ton baissa. Les intentions s'assombrirent. « Il faut qu'on modifie les documents notariés, » disait Malik. « On place Loïc à la tête. Tu contrôles Isabelle. Moi, je m'occupe des comptes. Fais ce qu'il faut. Je veux tout. L'argent. L'entreprise. Les propriétés. » Ambroise coupa l'écran brutalement. Il se leva, le souffle court, les mains tremblantes. « C'est trop pour ce soir. » Il s'approcha du miroir de la pièce et y fixa son propre reflet. Il ne voyait plus le père, ni le mari. Il voyait un homme brisé, mais vivant, debout et prêt à frapper à son tour. Le manoir Diatta, avec ses volets refermés et ses couloirs silencieux, semblait porter un deuil sincère. Mais dans l'ombre des murs, la cupidité dansait. Dans sa chambre, Naya fouillait les tiroirs de son défunt père avec l'avidité d'un enfant dans une caverne pleine de trésors. Elle venait de mettre la main sur une montre de collection en or massif gravée au dos. « À Ambroise, pour ton premier immeuble. Ton père. » Elle la fit briller sous la lumière de son téléphone, puis, sans l'ombre d'une hésitation, la photographia. Elle se connecta sur une plateforme d'enchères privée et la mit en vente. « C'est vintage, ça vaut des millions, » dit-elle à une amie au téléphone. « J'ai déjà reçu une offre. 10 millions de francs. J'accepte. » Pause. Papa est parti, autant en profiter. Dans la pièce secrète, Ambroise fixait l'écran où cette scène se jouait, bouche entr'ouverte, souffle court. Elle vend la mémoire de mon père, comme s'il n'avait jamais existé. Mamadou se tenait debout derrière lui, incapable de soutenir plus longtemps les images. Le docteur Idrissa prenait des notes discrètes, le visage figé. Pendant ce temps, Loïc multipliait les allées et venues dans le bureau d'Ambroise, où il s'était installé comme s'il y avait toujours appartenu. Il portait la montre d'un autre temps, une chemise trop grande de son père, et prenait des appels confidentiels. Il rencontra Messagna, le notaire de la famille, dans un café discret au centre-ville. « Il faut lire le testament. Rapidement, » insista-t-il. « Monsieur Loïc, » répondit le notaire en fronçant les sourcils. « La mémoire de votre père est encore fraîche. Laissez un peu de temps. » « Du temps ?» Loïc tapa du poing sur la table. « L'entreprise a besoin d'un nouveau capitaine. Mon père aurait voulu ça. Il ne disait plus « papa ». Seulement « mon père ». Ambroise en eut un frisson glacé. Il parle de moi comme d'un cadavre encombrant. De retour au manoir, Loïc passa un appel à un investisseur potentiel. Une fois le testament lu, je prends les rênes. Je prévois de vendre la moitié des propriétés non stratégiques. Ma mère m'appuiera. Elle est avec Malik. Silence. Naya, elle est trop occupée à brûler des liasses. Ambroise détourna les yeux. Ce n'est plus mon fils. Mamadou s'approcha, posa une main sur l'épaule de son patron. Oga, il vous tue une deuxième fois. Ambroise ne répondit pas. Son cœur battait dans le vide. Il se souvenait encore du rire de Loïc, enfant courant dans les couloirs du manoir, de Naya qui l'appelait en lui sautant au cou. Au cou. Où sont passés ces enfants-là ? Murmura-t-il. Mais la réponse n'était plus dans le passé. Elle était dans la trahison présente. Kaolack s'était figé. Ce jour-là, la ville était vêtue de noir. La cérémonie de prière en l'honneur d'Ambroise Diatta se tenait dans les jardins du manoir. Des dizaines de tentes blanches avaient été dressées, des chaises alignées, des versets lus, des larmes versées pour la forme. Les notables, les collègues, les voisins, tous s'étaient déplacés. Le portrait d'Ambroise trônait au milieu, encadré de lys blancs et de bougies vacillantes. Isabelle était au centre, digne dans son pagne d'obsèques. Dans une main, un mouchoir. Dans l'autre, une flûte de dignité feinte. Naya, faussement abattue, gardait les yeux baissés. Loïc, debout, serrait des mains, donnait des accolades, organisait comme s'il était déjà à la tête de l'Empire. « Ce que vous avez bâti, il l'avait déjà enterré », murmura Mamadou en ajustant le boubou blanc d'Ambroise dans la pièce secrète. Ambroise se leva lentement, le regard déterminé, les yeux humides, le cœur gonflé de douleur et de feu. « Il est temps !» Le docteur Idrissa acquiesça. « Que Dieu vous protège !»
Ambroise monte lentement l'escalier dérobé qui menait à la grande entrée du manoir. Ses pas résonnaient comme ceux d'un revenant. Ses mains tremblaient légèrement. Il posa une seconde la main sur la poignée. Puis il poussa. La grande porte s'ouvrit avec un grincement qui fit taire l'assemblée. Les prières cessèrent. Les têtes se tournèrent. Les visages se figèrent. Un homme vêtu de blanc se tenait dans l'encadrement. Droit, vivant, souverain. « Bonjour à tous » lança-t-il, sa voix traversant l'air comme une lame. Un frisson secoua la foule. Des cris étouffés. Une femme s'évanouit. Isabelle se leva brusquement, le visage pâle, ses lèvres tremblantes. Naya plaqua une main sur sa bouche. Loïc recula d'un pas, figé. « Vous priez pour mon âme, semble-t-il. Mais je suis là. » Un silence religieux tomba. « Je suis venu vous raconter une histoire, celle d'un homme enterré vivant, par ceux qui l'aimaient. » Ambroise marcha lentement vers l'autel. Ses pas étaient lourds. Ses yeux ne quittaient pas Isabelle, Naya, Loïc. J'ai vu ma femme célébrer ma mort avec un autre homme. J'ai vu ma fille vendre mes souvenirs pour s'acheter du luxe. J'ai vu mon fils convoiter mon empire avant même que la terre n'ait recouvert mon nom. L'assemblée restait pétrifiée. Je ne suis pas mort. Mais aujourd'hui, je vous déclare ceci. La comédie est finie. Puis il se tourna vers les invités. Merci pour vos prières, mais cette cérémonie est terminée. Il quitta la scène, le dos droit, le regard tranchant. Mamadou et le docteur Idrissa l'attendaient à l'intérieur. Et dans son sillage, il ne laissait pas des proches, mais des traîtres nus face à leur honte. Le manoir Diatta, ce soir-là, n'avait plus rien d'un lieu de deuil. La foule des invités était partie, laissant derrière elle une odeur de bougie éteinte et un silence pesant, plus lourd que la mort elle-même. Dans le grand salon, éclairé par la lumière crue du lustre, Ambroise Diatta trônait dans son fauteuil en cuir. Il ne disait rien. Il regardait. Devant lui, en rang presque honteux, Isabelle, Naya et Loïc restaient debout, figés comme des statues au cœur tremblant. Aucun n'osait croiser son regard. À sa droite, Mamadou. À sa gauche, le docteur Idrissa, témoin silencieux d'un jugement qui n'allait pas tarder à tomber. Ambroise se leva lentement. Il tenait dans sa main une télécommande. Il appuya sur un bouton. Un projecteur dissimulé dans la corniche s'alluma. L'écran se déroula dans un froissement lent. Puis, les images défilèrent. La première vidéo montrait Isabelle, dans sa robe fendue, trinquant au champagne avec Malik. « À la liberté », disait-elle. 10 ans d'enfermement avec Ambroise, c'est terminé. Les images continuaient. Son rire éclatant, sa main sur le bras de Malik, ses mots comme des couteaux. Isabelle étouffa un cri. Son visage devint gris. Ambroise ne cligna pas des yeux. « Tu disais m'aimer. Tu dansais sur ma tombe. » Puis vint Naya. On la voyait photographier la montre de collection. Poster l'annonce. Accepter l'offre. Et enfin, dîner dans un restaurant huppé, riant avec une amie. Ce vieux est parti. J'en profite. Naya se couvrit le visage de ses mains. « Papa, je ne voulais pas ?» Mais Ambroise détourna le regard. « Tu ne voulais pas? Ou tu pensais que je ne verrais jamais ?» Puis vint Loïc. L'écran le montra dans un café, pressant le notaire. On lit le testament maintenant. Il n'y a plus rien à attendre. Puis dans un bureau, discutant avec un investisseur. Je vends la moitié des biens. Maman est avec moi. Naya est ailleurs. On n'aura pas de problème. Enfin, une dernière vidéo. Loïc au téléphone. Mon père est mort. Je prends le contrôle. Silence. Absolu. Ambroise coupa le projecteur. Il regarda les 3 êtres qu'il avait nourris, protégés, aimés. Voilà ce qu'est devenu ma famille. Une femme infidèle, une fille cupide, un fils traître. Isabelle s'effondra à genoux. Je regrette, Ambroise. Donne-moi une chance. Une chance? Tu as levé ton verre à ma disparition. Naya tenta de s'approcher, les yeux pleins de larmes. Papa, j'étais perdu. J'ai fait une erreur. Tu as vendu mon histoire pour un sac de luxe. Loïc, plus froid, serra les poings. Tu fais une erreur, père. Je suis le seul à pouvoir reprendre l'entreprise. Ambroise s'approcha. Son regard le transperça. Tu crois que la loyauté s'achète? Tu m'as remplacé avant même que mon cœur cesse de battre. Il s'arrêta. Vous n'êtes plus ma famille. Vous êtes des étrangers. Isabelle poussa un cri. Naya éclata en sanglots. Loïc baissa les yeux. Ambroise, le dos droit, fit signe à Mamadou et au docteur Idrissa. Venez, nous avons du travail. Et il quitta la pièce, laissant derrière lui une femme détruite, 2 enfants déchus et des murs qui ne résonneraient plus jamais du même amour. Le lendemain matin, le manoir Diatta était figé.
Le scandale de la veille s'était déjà répandu dans tout Kaolack. Dans les salons huppés, les cafés, les plateaux télé, on ne parlait que du retour du mort et de la trahison de sa propre famille. Mais dans le bureau privé d'Ambroise, une réunion silencieuse se tenait. Ambroise, assis à son bureau, ouvrit un dossier. Mamadou se tenait à sa droite. Le docteur Idrissa, carnet à la main, à sa gauche. J'ai tout donné à ces gens. Mon nom, ma fortune, ma vie. Et ils ont tout souillé. Il marqua une pause, puis ajouta « Il est temps que tout ce que j'ai bâti aille à quelqu'un qui le mérite. » Mamadou leva les yeux. « Vous êtes sûr, patron ?»« Plus que jamais. » Ambroise fit appeler Samuel. Un jeune homme discret entra, les mains moites, l'air étonné. Samuel, un employé de confiance, travaillait pour Ambroise depuis 6 ans. Il n'était pas de la famille. Il venait d'un quartier modeste de la ville, mais jamais il n'avait trahi, menti ou convoité plus que son salaire honnête. Ambroise se leva, le regarda droit dans les yeux. « Samuel, tu m'as toujours traité comme un homme, pas comme un coffre-fort. Aujourd'hui, je vais te traiter comme mon fils. » Il posa devant lui un dossier contenant les actes de propriété, les documents bancaires, les statuts juridiques. L'entreprise, les biens, les comptes, tout est à toi. Samuel recula, bouleversé. « Monsieur, pourquoi moi ? Parce que tu as ce que n'ont pas, l'âme propre. » Le docteur Idrissa acquiesça. Mamadou esquissa un sourire. C'est alors qu'Isabelle, Loïc et Naya, mis au courant par un employé, firent irruption dans le bureau. Isabelle, en larmes, cria « Tu ne peux pas faire ça ! Je suis ta femme !» Naya, en arrière, répétait « Papa, sois raisonnable !» Loïc, lui, frappa le bureau. « Ce n'est pas légal, tu vas le regretter !» Ambroise ne se leva pas. Il regarda chacun d'eux avec un calme souverain. « Vous avez eu votre chance, vous l'avez détruite. Samuel ne me doit rien et pourtant, il m'a respecté. » Il signa les documents. À partir d'aujourd'hui, le groupe Diata appartient à Samuel Ndiaye. Isabelle hurla. Naya s'effondra. Loïc quitta la pièce, furieux. Ambroise serra la main de Samuel, les yeux brillants. « Tu es plus qu'un héritier, tu es un roi. » Et dans le silence qui suivit, naquit une nouvelle ère, celle d'un empire bâti sur la loyauté. Expulsés du manoir Diata sous ordre légal, Isabelle, Naya et Loïc quittèrent en silence la demeure qu'ils considéraient comme leur royaume. Les lourdes portes se refermèrent derrière eux avec un fracas sec. Aucun domestique ne les salua. Aucune main ne vint les aider. Ils n'étaient plus que 3 silhouettes perdues sur le perron, valises en main, abandonnées de tous. Leurs comptes bancaires furent gelés dans les heures qui suivirent. Plus de cartes, plus de virements. Leur téléphone bourdonnait de messages. Mais il ne s'agissait plus d'invitations, seulement de curieux, de jugements, de moqueries. Ils trouvèrent refuge dans un petit hôtel délabré, en périphérie de Kaolack. Une chambre étroite, une seule salle d'eau, une ampoule tremblotante. L'odeur d'humidité remplaçait désormais les parfums de luxe. Le contraste était cruel. Isabelle, assise sur le lit, fixait un mur vide. « Ce n'est pas possible. Je suis la femme d'Ambroise. » Mais elle ne l'était plus, ni dans le cœur, ni dans la loi. Elle tenta de joindre Malik, l'homme qui lui avait promis monts et merveilles. Il décrocha à peine. « Tu n'es plus utile », dit-il sèchement avant de raccrocher. Un cri muet se logea dans la gorge d'Isabelle. Elle resta figée, les yeux vides. Elle appela ensuite d'anciennes amies. Aucune ne répondit. La haute société de Kaolack l'avait rayée de ses carnets. Naya vendit ses derniers bijoux pour payer quelques nuits supplémentaires. Elle pleurait en regardant ses anciennes photos sur les réseaux sociaux, posant avec des sacs Chanel et des cocktails dorés. Ce monde-là lui était désormais interdit. Loïc, lui, s'enfermait dans une colère grandissante. Il contacta des avocats pour contester la décision d'Ambroise. Tous refusèrent. « Votre père est vivant, monsieur, et les preuves de votre trahison sont accablantes. » Alors, il brisa un miroir dans un accès de rage. Mais même son reflet refusait de lui obéir. Une nuit, Isabelle engagea un détective privé. Elle espérait trouver des failles, salir la réputation de Samuel ou accuser Ambroise de manipulation. Mais le détective revint quelques jours plus tard, secouant la tête. « Votre mari a tout blindé. Il est intouchable. » Les disputes éclatèrent. L'hôtel devenait une prison. « Tout est de ta faute, maman !» cria Naya un soir. « Tu t'es laissé aveugler par l'argent !» répondit Isabelle. « Et toi, Loïc? Tu voulais tout contrôler. Tu nous as précipités dans le vide. Vous avez tout gâché !» hurla-t-il avant de claquer la porte.
Loïc partit un matin sans prévenir. Naya tenta de chercher un emploi, mais son CV était vide. Elle sombra dans l'apathie. Isabelle, elle, passait ses journées à regarder les infos, guettant le nom Diatta, espérant une chute. Elle ne vit que des louanges. Leurs visages autrefois glorieux, parus en une des magazines, n'étaient plus que des ombres moquées dans les pages des journaux à scandale. Et dans leurs yeux ne restait plus qu'un vide amer. Ils avaient tout perdu par leurs propres mains. Pendant que le passé sombrait, l'avenir naissait dans un coin lumineux du manoir Diatta. Samuel Ndiaye, en costume simple mais soigné, entra pour la première fois dans le grand bureau d'Ambroise. Il resta debout un instant, bouleversé. Tout cela lui appartenait, non pas par sang, mais par loyauté. « Ce n'est pas un empire que vous m'avez confié, monsieur, » dit-il. « C'est un héritage de confiance. » Ambroise, assis dans son fauteuil, sourit. « Tu n'as pas volé ton siège, tu l'as mérité. » Chaque matin, ils travaillaient côte à côte. Ambroise lui enseignait les secrets du métier, les pièges des affaires, mais surtout, la valeur de l'humilité. L'argent révèle les cœurs, Samuel. Toi, tu n'as jamais tendu la main pour prendre, seulement pour apprendre. Sous sa direction, l'entreprise prit un nouveau souffle. Samuel lança des projets dans les quartiers pauvres de Kaolack. Il investit dans des écoles, rénova un hôpital, créa une fondation au nom d'Ambroise Diatta. Les employés furent les premiers à être touchés par sa simplicité. Ils saluaient chacun, écoutaient tous les avis. Un jour, une femme de ménage suggéra un meilleur système de ventilation pour les logements ouvriers. Il le fit installer la semaine suivante. Les journaux changèrent de ton. Le roi modeste de Kaolack, le successeur que personne n'attendait, l'héritier de l'honneur. Samuel, pourtant, gardait la tête basse. « Je ne fais que suivre les pas de M. Diatta, » disait-il. Ambroise, lui, retrouvait le calme. Il observait son protégé évoluer, fier. Un soir, il déclara « Tu es plus qu'un héritier. Tu es une leçon vivante pour ceux qui pensaient que la valeur d'un homme se mesure à son sang. » Samuel baissa la tête, ému. « Merci, monsieur. Je vous le jure. Je ne vous décevrai jamais. »